N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le monarque belge foule les sols congolais, le roi Philippe, accompagné de son épouse, la reine Mathilde, tous devront séjourner à Kinshasa du 7 au 13 juin prochain, une visite officielle qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire coloniale de la République démocratique du Congo. Déjà, les monarques avaient, à travers une correspondance, marqué les esprits en présentant ses regrets pour le blessure infligé aux Congolais pendant la période coloniale. À suivre dans ces journaux les portraits du roi Philippe. Nous sommes en direct sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Le journal, bienvenue à tous. Royaume de Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest, d'une superficie de 30 688 km², Bruxelles, la capitale bilingue, partage la même langue avec la République démocratique du Congo. Carte postale avec Cédric Kenina. Le Royaume de Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest qui partage une longue histoire avec la République démocratique du Congo. L'ancienne métropole est réputée pour ses villes médiévales, mais aussi et surtout le fait qu'elle abrite les sièges de l'Union européenne et de l'OTAN. Petit pays par sa taille, une superficie de 30 688 km², la Belgique est particulièrement bien située en Europe du Nord-Ouest. Son territoire est en contact au nord avec les Pays-Bas, à l'est, l'Allemagne et les grands-duchés de Luxembourg, et au sud et à l'ouest, la France, sans oublier la frontière maritime avec la mer du Nord. Les pays comprend des régions distinctes, notamment la Flandre néerlandophone au nord, la Wallonie francophone au sud et une communauté germanophone à l'est. Bruxelles, la capitale, bilingue, compte près d'1 211 000 habitants. La Belgique, évidemment, est une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Du point de vue coopération, ces pays placent la coopération et le développement au cœur de sa diplomatie. En ce qui concerne les habitudes gastronomiques, ce pays est connu principalement pour ses chocolats, les gaufres, les frites, mais aussi la bonne bière. Au-delà de tout, la Belgique, c'est aussi les visages d'un homme qui a écrit l'histoire du monde, le roi Léopold II. Et actuellement, le monarque attendu à Kinshasa, c'est le roi Philippe. Roi Philippe, qui est exactement ce 7e monarque de la capitale européenne, non le fils du roi Albert et de la reine Paola, né le 5 avril 1960 et devient roi le 21 juillet 2013. Portrait du roi Philippe avec, une fois de plus, Cédric Kenina. Philippe de Belgique, de son vrai nom, Léopold Louis-Marie de Belgique, est né 76 jours avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, soit le 15 avril 1960. Septième roi de Belge, il est le fils du roi Albert II et de la reine Paolo di Calabria. Son prénom rend hommage à son trisaïeul, Philippe de Belgique, comte de Flandre, frère du roi Léopold II. Le prince Philippe effectue en français ses études primaires et 3 premières années secondaires au collège Saint-Michel de Terbeek. Il est ensuite interne pour ses 3 dernières années d'humanité en néerlandais à l'abbaye de Zevenkerken à Saint-André à Bruges. De 1978 à 1981, le prince Philippe suit des cours à l'école royale militaire de Bruxelles avec la 118e promotion, toutes armes. Nommé sous-lieutenant en 1980, le prince reçoit des ailes de pilote de chasse des mains du roi Baudouin le 9 juillet 1982. Après la force aérienne, il a rejoint la force terrestre à l'école du régiment paracommando. Après sa formation militaire, le prince Philippe a poursuivi ses études à partir de septembre 1983 à la Graduate School de l'université Stanford en Californie. Le 16 juin 1985, il obtient le diplôme de Master of Arts en sciences politiques. En 1992, le prince s'entoure de ses propres conseillers, en plus de ceux de son père et de son oncle. À la suite du décès du roi Baudouin le 13 juillet 1993 et l'accession au trône de son père le 9 août suivant, Philippe devient le prince héritier et reçoit le titre de duc de Brabant et succède à son père à la tête de la présidence d'honneur de l'Office belge du commerce extérieur. Comme le veut la tradition belge, le prince héritier prête serment le 21 juin 1994 comme sénateur de droit. D'octobre 1993 à mai 1997, le prince Philippe assume la présidence du Conseil national du développement durable. En 1998, il a lancé le fonds Prince Philippe, qui a pour mission de contribuer à entretenir le dialogue permanent entre les 3 communautés de Belgique,
Le 4 décembre 1999, le prince Philippe se marie à Mathilde du Decken d'Akouz. Le couple a 4 enfants, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore. En 2002, le prince Philippe a dirigé avec le premier ministre Guy Verhofstadt la délégation belge au sommet des Nations Unies sur le développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud. Le prince Philippe est passionné de l'astronomie, des sciences et de la philosophie. Le prince devient roi des Belges le 21 juillet 2013 à midi, suite à l'abdication de son père, le roi Albert II. Un commentaire signé Edith Tchala. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, l'arrivée du roi de la Belgique et tant d'autres sujets ont fait l'objet de la communication du ministre des Médias qui est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir et comme il a dit dans son discours à la conférence diplomatique, il a mis un point d'honneur à rompre l'isolement diplomatique de la RDC. Il a pris son bâton de pèlerin, il a fait un périple diplomatique au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et comme vous l'avez dit aussi, il a commencé par la Belgique. Une volonté politique affirmée de reprendre la coopération, de reprendre les relations d'amitié, de relancer un certain nombre de projets, un partenariat, comme c'est à la mode, gagnant-gagnant, mais en tout cas un partenariat profitable au peuple belge et au peuple congolais. Je ne saurais terminer cet exercice sans revenir, sûrement que vous l'avez suivi, qu'il y a eu des réunions des états-majors de tous les pays qui sont engagés dans le processus de Nairobi, à l'exception du Rwanda évidemment. Les réunions se sont tenues à Goma parce qu'il y a une composante militaire qui doit se mettre en place. Je ne saurais terminer ces propos sans tordre le cou à ceux qui propagent des fausses nouvelles disant qu'en République démocratique du Congo, il circule partout des discours de haine contre telle ou telle autre communauté. Ceci relève de la pure affabulation et de la stratégie démodée de chercher à se réfugier derrière de faux fuyants dans un pays où toutes les communautés vivent en paix et sans problème. Et d'ailleurs, c'est dans cet ordre que je salue la prise de position du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, qui a relayé ce que nous disons depuis le premier jour, depuis que ces malheureux incidents ont éclaté avec le Rwanda. Il faut éviter d'aller sur un terrain comme celui-là, parce que nous tenons à la paix et nous tenons à le préserver dans notre diversité. Autre chose à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent leur offensive visant à déloger les rebelles de M23 soutenus par le Rwanda. Pour ces jours, l'armée congolaise pilonne la position du mouvement terroriste. Elle réplique aux obus qu'à nos derniers cris. Écoutons le porte-parole de l'armée. Matin de ce lundi 6 juin 2022, des obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bougussa, au groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales. Et en dépit de la réunion de Goma, des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrés à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Bien, à Kinshasa, en direct de l'aéroport de Ndjili, notre reporter Blaise Moukouka qui est sur place avec lui. Nous allons parler le séjour en G de la visite du monarque belge sur le sol congolais. J'ai dit bonjour Blaise.
Bonjour Blaise, vous êtes en direct de la RTNC, vous êtes en direct sur nos antennes, Blaise. Oui, Blaise, enfin, le roi Philippe va arriver. Le roi Philippe sera à Kinshasa dans paix et c'est là 10 ans après sa prise du trône. La question est celle-ci. Quel regard faites-vous de cette visite royale, Blaise? À tous les téléspectateurs, où que vous soyez à travers le monde, la radio-télévision nationale est heureuse de vous retransmettre en direct l'arrivée du couple royal ici, à partir de l'aéroport international de Ndjili. Nous sommes bel et bien ici devant le pavillon présidentiel, décor planté, la garde républicaine déployée, et c'est sur ce tarmac que l'avion du couple royal va s'arrêter et le couple royal sera accueilli par le couple présidentiel, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui aura à ses côtés sa tendre épouse, la première dame Denise Nyakero, qui vont d'un moment à l'autre faire le déplacement de l'aéroport international de Ndjili pour accueillir justement le couple royal. Pourquoi le roi belge Philippe arrive en République démocratique du Congo? Vous vous posez certainement cette question. C'est la résultante de la diplomatie agissante impulsée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession à la magistrature suprême. Il a voyagé à travers le monde pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Aujourd'hui, ça se paye. C'est le roi qui arrive aujourd'hui. Dans quelques semaines, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va accueillir le pape François. La diplomatie congolaise bouge. L'RTNC est là pour accompagner le chef de l'État dans son action diplomatique. Et nous y sommes également ici au niveau de l'aéroport international de Ndjili. Je l'ai dit, en tout cas, jusque-là, on a pratiquement arrêté l'arrivée des avions. Je l'ai dit que tapis rouge est déroulé. Il y a la sécurité qui est là. Tout le monde est là et même les groupes folkloriques pour donner une plus-value à l'accueil papal ici devant le pavillon présidentiel. Nous y sommes et nous y resterons encore pour vous donner en temps réel toutes les informations qui vont se passer ici au niveau de l'aéroport international de Ndjili. Bobo Mokonzi, nous y sommes et nous y resterons jusqu'à la fin et nous vous ferons part de tout ce qui va se passer ici. Merci. Merci Blaise Boko, que je disais, Blaise Boko qui est en direct à l'aéroport international de Ndjili. Merci beaucoup Blaise pour ces détails. Les rebelles qui ont douté du fait et de la qualité d'arsenal qui possède le FARDC en débandade s'y précipitent pour déposer les armes. Au total, 10 autres responsables des différentes fonctions du rebelle des Kadeko ont signé l'acte d'engagement des cessations des hostilités. C'est le cas à Djungu en Ituri. Suivez ces reportages. C'est un tournant décisif vers la sécurisation de la province de l'Ituri. Les éléments des groupes armés FPIC, Chinia Kilima et pour très bientôt, ceux de la milice Codeco viennent de signer un acte d'engagement pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Ils viennent ainsi de répondre à l'appel du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama. Le groupe FPIC s'engage donc à poursuivre et à livrer aux forces de sécurité tout élément des groupes armés réfractaires à ces processus. Ça tout à fait suivi partout. Nous ferons nous-mêmes les suivis en cas d'attaque contre la population. Nous ferons tout pour les arrêter et les livrer au FARDC. Ça, ce sont des signaux forts qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler. Et je pense que la population va témoigner. Changement de stratégie et d'approche, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama fait aujourd'hui usage de la carotte et du bâton, c'est-à-dire dialogue pour le retour de la paix et aussi la traque des miliciens et ADF, ceux qui endeuillent la population.
De retour à Kinshasa, l'immeuble du gouvernement, pour parler de cette réunion présidée par le Premier ministre Sama Lukonde, des travaux auxquels ont pris part le ministre des différents services du comité de pilotage pour la mutualisation des opérations de recensement, de l'identification de la population et de l'enregistrement des électeurs. Réunion couverte par Pati Tondangou sur les images des Bienvenus Lusala. Il a été question de faire le point sur l'évolution de la mutualisation des opérations de recensement, d'identification de la population et de l'enrôlement des électeurs. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a réuni ce 6 juin 2022 à l'immeuble du gouvernement les responsables de l'Institut national de la statistique, de la Commission électorale nationale indépendante, de l'Office national d'identification de la population, ainsi que quelques ministères impliqués directement dans ces programmes pour le suivi. Déjà la semaine prochaine, le processus de validation du cahier des charges qui va donner l'impulsion à d'autres étapes va débuter, a mentionné le ministre du numérique, Eberhard Kolongele. On avance avec ce cahier des charges. Le comité technique va commencer la semaine prochaine et donc ce comité technique devra valider ce cahier des charges et à partir de là, toutes les autres étapes vont se dérouler très rapidement. Toutes les autres administrations qui jusque-là collectent des données biométriques des gens doivent le faire sur la base d'un cahier des charges unique qui correspond à des mêmes règles qui permettront en sorte que lorsque ces données vont être récoltées, elles puissent être utilisées facilement, n'est-ce pas, par les autres administrations, parce que les règles de stockage, les règles de transfert, de transmission vont être des règles connues de tout le monde. Le gouvernement est dans une démarche cohérente. Ça veut signifier que, à la base, nous avons des données de nos concitoyens qui vont être, n'est-ce pas, récoltées. Et ces données vont être utilisées à différents niveaux, par différents services de l'État. Cette mutualisation permet de gagner en temps et d'économiser les moyens. De plus en plus, la fonction publique présente un nouveau visage grâce aux réformes amorcées. Les chefs des confessions religieuses ont échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, sur la question. Images et commentaires. Les chefs de confession religieuse s'engagent à soutenir et à vulgariser les réformes de l'administration publique entreprises par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. C'est ce qui ressort de la rencontre qu'a eu le patron de la fonction publique avec la délégation des hommes de Dieu conduite par l'évêque général Dodo Kamba. Je l'ai dit avec mon cœur, vous ne savez pas combien nous souffrons à chaque fois que nous recevons nos fidèles qui se plaignent, des gens qui meurent pour avoir travaillé longtemps au niveau de la fonction publique, sans avoir une rémunération convenable. Combien de familles sont divisées? Nous nous disposons non seulement à prier pour que cette initiative fasse bon chemin, mais aussi nous prenons l'engagement ferme de pouvoir vulgariser ce message, faire un travail de sensibilisation. À cette occasion, les princes des églises ont été informés du déclenchement du processus d'identification biométrique des fonctionnaires dans le fichier de référence de l'administration publique et du transfert de retraités rentiers civils du système octroyé vers le système contributif porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SANSAP en vue d'améliorer sensiblement la pension. Des initiatives courageuses qui viennent du vice-premier ministre sont allouées à leur juste valeur, également à soutenir. Ça relève l'espérance et l'espoir de vivre. Rappelons que les réformes de l'administration publique visent la modernisation des services publics, l'amélioration des conditions sociales des agents, la mise à la retraite des agents éligibles, ainsi que le rajeunissement de l'administration publique. La revanche du sol sur le sous-sol, un slogan du président de la République qui vaut son pesant d'or. Le ministre d'État en charge du développement rural a profité de sa mission dans le nord et sud Kivu pour attirer l'attention de la population des Sangui dans les territoires d'Ouvira à intérioriser ces slogans. Un reportage de notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le développement de la République démocratique du Congo doit partir de la base. C'est le vœu exprimé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Le ministre d'État François Robota Masumbuko tient à concrétiser ce vœu à travers les actions qu'il mène à la tête de son ministère. En mission dans le sud Kivu, sur la route de retour d'Uvira, le patron congolais du développement rural s'est arrêté à Sangué, une bourgade située à plus ou moins 50 km d'Uvira. Une occasion pour François Robota de sensibiliser les jeunes et les femmes réunis dans une salle sur l'entrepreneuriat. Il les a exhortés à soutenir la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la revanche du sol sur le sous-sol, particulièrement dans le développement à la base et la ruralité. C'est le leitmotiv du président de la République, comme l'affirme le ministre d'État. Vous leur avez transmis un message se rapportant à la salutation de son Excellence Monsieur le Premier ministre Sam Lukonde et de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce message, il y a un appel à l'apaisement, un appel au calme et un appel à la paix. Et j'ai beaucoup plus insisté sur le fait que la population doit accompagner Monsieur le Président de la République dans tout ce qu'il est en train de faire dans le cadre du développement de notre territoire, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, à partir de la base. Un échange fructueux a suivi l'adresse du ministre d'État. La population a exprimé ses principaux besoins et préoccupations allant dans le sens de permettre le développement de son entité. Toutes les préoccupations ont été prises en compte par le numéro 1 du développement rural qui a promis de faire de son mieux pour y répondre favorablement. Entretenir une coopération scientifique entre l'Italie et la République démocratique du Congo, l'essentiel de l'audience que le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a accordé à l'ambassadeur d'Italie. 2 centres de recherche sont visés, comme notre confrère José Baitombo explique dans ses reportages. D'abord l'Observatoire volcanique de Goma et l'Institution nationale d'études et de recherche agronomique. De l'Observatoire volcanologique de Goma, les diplomates italiens est venu plaider pour les renouvellements du mémorandum avec l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie inspiré depuis 2020. Quant à l'Institut national d'études et de recherche agronomiques, son site de Yangambi, dont la Chopo, intéresse l'Italie pour la recherche sur plusieurs plantes, notamment les caféiers et les cacaoyers. J'ai rencontré son Excellence le ministre Panda et on a parlé des possibilités de développer encore la coopération bilatérale dans les champs de la recherche scientifique. Bon, il y a un mémorandum entre l'Observatoire volcanique de Goma et l'Institut national de géophysique et volcanologie italienne qui est sur les 2 sujets, surveillance et recherche. À Yangabi, il y a beaucoup de potentialités. Et il y a beaucoup de recherches qu'on peut faire sur des cépages des plantes, sur le café, sur le cacao. Et donc l'Italie aussi peut donner une main à remettre en fonction ces plantes aussi en vue d'une possible exploitation économique dans le futur. Saluons l'intérêt que l'Italie accorde à la République démocratique du Congo. Le ministre José Panda Kabangu a insisté sur l'apport que le gouvernement congolais attend de partenaires sur le volcan Nyiragongo, à savoir sa surveillance permanente, jusque-là assurée que par le Luxembourg seul. L'RDC, a-t-il dit à son interlocuteur, a besoin de l'appui de tous les partenaires intéressés à son émergence. Il a promis à l'ambassadeur italien son implication pour le renouvellement de ces mémorandums. Il faut dire que l'Italie, comme la RDC, est aussi confrontée au problème des éruptions volcaniques. À ce jour, 9 de ces 12 volcans sont encore actifs, sans oublier ce sous-marin au nombre de 4 qui sont aussi actifs au large des côtes. La couverture santé universelle figure parmi les piliers du gouvernement Sama Lukonde. Déjà, les ministres sectoriels travaillent pour sa matérialisation, c'est là en tenant compte de différents préalables qui accompagnent sa mise en application. C'est dans ce sens que le docteur Michel Mouvoudi a réuni diverses catégories des experts œuvrant dans ces secteurs pour réfléchir et mettre en place un document qui va servir de modèle. Pascal Séverine Katanda.
La mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, telle que le dispose la Constitution en son article 47, reste liée à un certain nombre de préalables, au nombre desquels figure une profonde étude avant d'atteindre la phase d'application. C'est justement cette perspective qui a inspiré le Dr Michel Mouvoudi, spécialiste principal en santé et team leader du groupe Compétences, Intelligence, Développement, Expertise, l'initiative d'une réunion avec une forte participation des différentes catégories socio-professionnelles pour à la fois éviter à la RDC un résultat catastrophique et penser en même temps à mettre un système efficace de référence à l'interne et hors frontières nationales. Le docteur Mouvoudi affirme qu'en partant de soins primaires jusqu'à la couverture sanitaire universelle, la RDC peut se prévaloir de disposer d'une expérience avérée pour définir cette stratégie. D'où son appel en direction du gouvernement central pour donner un point de départ. L'idée, c'était de pouvoir définir pour chacun, chaque instance, chaque structure, chaque personne, sa contribution à l'amélioration justement de cette couverture sanitaire universelle. Des décideurs aux bénéficiaires qu'on ait le courage d'être redevable. Nous avons dit, nous avons fait. Ok, nous n'avons pas fait, pourquoi on ne l'a pas fait et qu'est-ce qu'on corrige? Nous devons avoir ce courage de nous auto-évaluer. C'est comme ça que nous allons changer, c'est comme ça que nous allons nous remettre en question. Le principal souci qui se dégage des discussions a démontré que rien ne doit vraiment pas rappeler les mauvaises expériences que la RDC a connues dans d'autres domaines. Situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Tout Congolais, petit qu'il soit, et plusieurs autres structures apportent leur soutien à nos vaillants soldats. Au front, la société civile nationale, elle aussi, lève sa voix pour mettre fin à ces actes qui coûtent la vie de la population dans ces zones. Un plaidoyer a été déposé auprès des instances compétentes pour une solution rapide, nous dit Émile Kaindo. À côté de la diplomatie engagée par le gouvernement, la voix de la société civile à travers la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement reste audible. Les acteurs œuvrant au sein de cette structure de base ont initié un plaidoyer auprès des instances régionales et internationales, donnant ainsi des pistes de solutions, ce pour prévenir des conséquences désastreuses dans la région. Retrouvé ici au cadre des concertations de la société civile avec quelques organisations qui sont dans le plaidoyer pour la paix, le retour de la paix en République démocratique du Congo. En tant que société civile, nous avons décidé de ne pas nous limiter tout simplement aux déclarations, mais réaliser un plaidoyer de haut niveau à la dimension régionale et même internationale. Nous avons déjà adressé une correspondance à son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, auprès du Conseil de sécurité, auprès de toutes les institutions régionales africaines et même à l'Union européenne. Le gouvernement de notre pays hausse déjà la voix, mais nous, en tant que population, nous avons aussi le rôle de pouvoir présenter les desiderata de la population auprès de toutes ces instances régionales et internationales. Cependant, la société civile congolaise en appelle à l'organisation dans les prochains jours du sommet de haut niveau, question de mettre tout le monde autour d'une table et de discuter sur des traités et des protocoles qui régissent les communautés des États d'Afrique de l'Est sur la paix et la stabilité dans la région. Le diocèse d'Idiofa existe depuis 100 ans déjà. Une messe d'action des grâces a été dite le dimanche de la Pentecôte par le cardinal Fridolin Ambongo, occasion pour l'officiant du jour de saluer les réalisations de l'évangile depuis la création de ces diocèses. Marie Kalong Moussas est sur place pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise. Une célébration eucharistique qui a revêtu toute la solennité voulue. Le cardinal Fridolin Ambongo, qui a effectué personnellement les déplacements vers la cité d'Idiofa, a clôturé les centenaires de l'évangélisation du diocèse portant les mêmes noms par cette messe qu'il a présidée le dimanche 5 juin 2022 dans la mission catholique d'Ipam, ce devant une brochette d'évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa. Célébration eucharistique qui a coïncidé en ce jour de la Pentecôte avec l'ordination des 2 prêtres, des abbés et diacres. Le cardinal Fridolin Ambongo a terminé son sermon par une exhortation aux nouveaux prêtres de vivre à cœur joie leur célibat.
à l'ensemble du diocèse et du Diofa. Aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce pour dire merci à Dieu qui n'a pas oublié son peuple, qui a bien voulu que l'évangile parvienne jusqu'à nous. C'est l'occasion de dire merci à tous les missionnaires qui ont œuvré dans ces diocèses depuis 100 ans. 100 ans d'évangélisation, les diocèses du Diofa viennent de loin. Moment indiqué pour Monseigneur José Moko d'inviter le prêtre ainsi que tous les fils et filles de cette partie de la République de travailler pour le développement de leur contrée. La Pentecôte est la naissance de l'Église et de la mission. Nous avions clôturé le premier centenaire du diocèse pour entrer dans le deuxième centenaire. Le fait d'avoir réussi à obtenir toutes les attentions possibles sur la mission catholique d'Ipamou, c'est une fierté pour moi, c'est une réussite. Bien avant, Monseigneur José Moko a, dans son mot de bienvenue, remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien apporté à la population de la mission catholique d'Ipamou quant à l'accès à l'eau et à l'électricité à travers les projets en serre. Un reportage de Marie Calon commenté par Joseph Oscar Mbalkaïj. En politique, bien intérioriser l'idéologie du parti et réarmer le moral de militantes et militants afin de garantir la victoire électorale en 2023. C'est la mission qui s'est assignée la cellule de l'UDPS Lumité résidentielle à travers l'école du parti. Une façon de mettre en application les mots d'ordre du secrétaire général de ce parti, Rodépanda. Il était question de rappeler aux militantes et militants, membres de l'UDPS, de la cellule limitée résidentielle, l'histoire du parti et les rôles qu'ont joué les pères fondateurs. Dans le même ordre d'idées, le directeur de l'école du parti, Jean-Pierre Kalombo, a demandé aux membres de demeurer sur les traces du sphinx de l'humanité et de garder la cohésion et l'unité pour faire face aux enjeux politiques et électoraux qui pointent à l'horizon. Je suis venu dans une cellule pilote. Comme thématique principale, nous regardons 2023 parce que nous sommes obligés de nous préparer et participer à la préparation des élections. Parmi les enjeux, d'abord l'idéologie. Et en deuxième lieu, nous allons parler du discours politique de campagne. Notamment en regardant nos adversaires, si adversaires il y a, et voir quelles sont les stratégies à adopter par rapport à 2023. Patrick Mbouingandou n'a pas caché sa satisfaction pour le bon déroulement de ces séminaires de formation et les réflexions autour des enjeux politiques de l'heure, y compris les notions de base apprises aux militantes et militants. Nous nous disons satisfaits pour ces débuts pour préparer 2023. Comment on peut aller affronter les adversaires si on n'a pas un discours, si on ne connaît pas qui on est? Et pour mieux connaître qui nous sommes, il fallait qu'il y ait une formation idéologique. La cellule délimitée résidentielle, il faut le souligner, travaille sur la vision du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, afin de permettre à l'UDPS de gagner les élections prochaines. Voilà, fin de ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Merci de rester informés à travers nos antennes. Restez toujours en position d'écoute accompagnés de nos programmes. Bon après-midi à tous.